Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Times Square, à New York, c'est juste derrière moi. Je vais rester ici une semaine et je vais vous faire découvrir la ville, les belles facettes de New York, pas seulement le côté que vous connaissez. On n'attend pas plus, on part maintenant. Venez avec moi les barons. Après 7 heures de vol, j'arrive enfin à New York et je m'installe dans l'Upper West Side. Il s'agit d'un quartier de Manhattan qui se trouve sur la gauche de Central Park et mon hôtel prend place dans le célèbre axe de Broadway qui traverse Manhattan du nord au sud. Je vous conseille cette zone pour votre hébergement car c'est un quartier assez calme, c'est un quartier résidentiel et surtout vous êtes à proximité de toutes les attractions emblématiques de la ville, notamment si vous prenez le métro. Pour ma première visite, je me suis rendu à Wall Street, vous connaissez déjà ce nom grâce à des films célèbres de Martin Scorsese ou d'Oliver Stone, et il s'agit d'une rue emblématique qui se trouve au cœur du Financial District, qui est en somme le quartier financier. On retrouve des édifices très importants comme le Federal Hall qui a été le premier hôtel de ville de New York, mais aussi la très célèbre Bourse de New York. C'est ici qu'œuvrent les traders que l'on pourrait surnommer les aspirateurs Dyson, tellement ils se foutent de la farine constamment dans les naseaux. Et ne faites pas les innocents, vous voyez très bien de quoi je parle. Alors pourquoi ça s'appelle Wall Street? Car les premiers colons hollandais avaient construit un mur pour se défendre des attaques extérieures et c'était la limite de la colonie de la Nouvelle-Amsterdam. Autrefois, il était possible de visiter la bourse de New York et donc de voir les traders rentrer dans des frénésies d'achat et de vente d'actions, mais ce n'est plus possible depuis les attentats de 2001. Mais j'ai réussi à vous trouver une vidéo qui souligne parfaitement l'ambiance au cœur de la bourse de New York. La voici. Un petit peu plus loin se trouve le célèbre Charging Bull, c'est une sculpture de bronze d'un taureau réalisée par l'artiste italien Arturo Di Modica et lui toucher les baloches apporterait soi-disant la richesse. Les baloches du taureau, pas de l'artiste. Alors je peux pas vous le garantir car j'ai pas essayé, mais par contre le choix du taureau c'est pas lié au hasard puisque dans le monde de la bourse, le terme bullish signifie l'augmentation d'une action. La faim a commencé à me tirailler, donc je me suis rendu à la Frances Tavern, qui se trouve également dans le quartier financier, et il s'agit probablement du plus vieil immeuble de New York, même si certains affirment que ce n'est pas vraiment le cas, car il a connu de nombreuses restaurations, mais il y a une chose qui est certaine, c'était la taverne préférée d'un homme important, son nom, George Washington, le premier président des États-Unis, il était un habitué de la taverne, c'était en quelque sorte son quartier général. En gros, George Washington allait casser de l'anglais pendant la Révolution, puis il allait boire une bonne bière pour se détendre. Faut pas déconner, après l'effort, c'est le réconfort. En 1783, c'est dans ce lieu qu'il a prononcé son discours d'adieu à ses officiers, après avoir botté le cul des troupes britanniques. Avec l'aide des Français bien sûr. Voici ce qu'il a dit ce jour-là. « Avec un cœur plein d'amour et de gratitude, je prends maintenant congé de vous. Je souhaite ardemment que vos derniers jours soient aussi prospères et heureux que vos anciens ont été glorieux et honorables. Un au revoir digne d'un gigachad et j'espère qu'ils ont bien arrosé la victoire après. À la suite du repas, je me suis rendu à l'église de la Trinité qui se trouve dans un emplacement particulier puisqu'en fait elle est entourée des buildings de la ville. Un mélange parfait entre modernité et tradition. Il s'agit d'une église épiscopale avec un style néo-gothique et elle date de 1697. Mais en réalité, elle fut reconstruite en tout 3 fois, notamment à cause d'un incendie. Donc celle que vous êtes en train de contempler date de 1846. Il y a 3 petites anecdotes par rapport à l'église de la Trinité. La première, c'est que vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, notamment au cinéma, avec le film Benjamin Gate et le trésor des Templiers, puisque c'est à cet endroit-là, sous l'église, que les protagonistes découvrent à la fin le trésor des Templiers. C'est également l'église la plus riche des États-Unis, puisqu'en fait elle possède la plupart des terrains aux alentours, avec une valeur de 6 milliards de dollars. Et enfin, dans le cimetière de l'église, reposent le père fondateur Alexander Hamilton et Robert Fulton, l'inventeur du bateau à vapeur. J'ai ensuite pris le métro de New York et je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé très sale, j'ai hésité à passer mes mains au Karcher et à côté le métro parisien, c'est une suite dans un palace avec vue sur la mer. Mais bon, de toute façon l'objectif c'était pas de camper dans le métro puisque je me suis rendu à Times Square, ce lieu emblématique de New York qui souligne parfaitement l'expression de la ville qui ne dort jamais. Restaurants, boutiques, sièges d'entreprise,
Pub géante, clairement, si tu mets un agoraphobe sur place, il fait une syncope. À l'époque, c'était à la mode d'acheter à Ikea ou à Jiffy un énorme tableau de Times Square pour se sentir américain. C'est à Times Square que les New-Yorkais participent aux soirées électorales pour connaître les résultats. C'est notamment là qu'ils ont pleuré quand Trump est devenu président. C'est aussi à Times Square que les New-Yorkais célèbrent le Nouvel An. Il règne alors une ambiance plutôt bon enfant, mais ce ne fut pas toujours le cas puisqu'entre 1960 et 1990, le quartier était très mal famé, notamment avec des sex shops et des cinémas X absolument partout. Mais au début des années 90, le maire républicain Rudy Giuliani a fait fermer les établissements problématiques et a mis en place une politique de tolérance zéro contre la criminalité. Je termine ma première journée à New York, juste ici. Dès le lendemain matin, j'ai visité le très célèbre musée d'histoire naturelle de New York. Vous avez déjà probablement dû le voir dans la série de films La Nuit au musée. Il date de 1877 et on retrouve à l'intérieur une collection très riche de minéraux, d'ossements, de fossiles, de fragments de météorites, mais aussi de très nombreux animaux qui proviennent de tous les continents. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux musées que j'ai eu la chance de visiter au cours de ma vie, tant les collections sont variées et tant le cadre se prête à la découverte des différentes salles d'exposition. C'est une visite indispensable si vous décidez de vous rendre à New York. Mais surtout, plusieurs salles du musée rendent hommage à une figure particulièrement célèbre de l'histoire américaine. Son nom, vous le connaissez, il s'agit de Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis. Alors lui, clairement, sa vie est digne d'une saga romanesque, donc je ne peux pas la résumer ici, ça serait beaucoup trop long. Néanmoins, je peux vous faire la liste des activités qu'il a menées durant sa très riche vie. Allez chercher à boire ou à manger car ça risque d'être long. Il fut aventurier, militaire, conservateur de musée, naturaliste, boxeur, ornithologue, prix Nobel de la paix, polyglotte, maîtrisant à la fois le français et l'allemand, en plus de l'anglais, historien, écrivain, chasseur et enfin président des États-Unis. Selon la légende, son nom est à l'origine du teddy bear, l'ours en peluche, car il aurait épargné un ours au cours d'une chasse dans le Mississippi. Bref, c'est un personnage passionnant de l'histoire américaine et je vous invite à vous intéresser à lui, notamment par le biais de certaines biographies. Bien sûr, avant de quitter le musée, il faut absolument se rendre au 4e étage pour voir les squelettes de plusieurs dinosaures. On se croirait dans Jurassic Park sans les effets spéciaux à la con et surtout sans les suites de trop. Mais si vous ne pouvez pas vous rendre à New York ou que vous êtes proche de Paris, je vous invite à visiter le musée d'histoire naturelle pour aller admirer le mammouth de Durfort qui est dans un état de conservation juste impeccable. Après cette visite, j'ai traversé Central Park pour me rendre dans l'Upper East Side afin de redécouvrir le Metropolitan Museum of Art, autrement appelé le Met. Il s'agit d'un musée d'une richesse extraordinaire. Tout d'abord, c'est le plus grand des États-Unis et il fait partie de ce cercle très fermé des musées les plus prestigieux du monde, avec le Louvre, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et enfin le British Museum. En tout, ce sont 2 millions d'œuvres qui sont exposées au public et qui sont regroupées dans des collections extrêmement variées. C'est simple, il y a tout au Met, vous pouvez voir des expos sur l'Égypte, la Rome antique, des tableaux de maîtres, des vestiges du Moyen-Âge et une collection d'instruments de musique ou bien encore d'armes et d'armures de la vieille Europe. Il faut comprendre que la plupart des musées américains fonctionnent avec la notion de donation, et c'était également le cas pour le musée d'histoire naturelle juste avant. C'est-à-dire que la plupart de ces musées présentent des collections, des œuvres qui sont avant tout issues de collections privées. Et en fait, ce sont des familles qui, au cours de l'histoire, ont accumulé un certain nombre d'œuvres et ils ont décidé par la suite de donner ces dites œuvres à des musées, que ce soit le musée d'histoire naturelle ou bien le Met. C'est pour ça que c'est absolument pas rare de voir à côté d'une œuvre le nom d'un donateur ou d'une famille qui a fait don d'une œuvre pour le musée. Et ça, c'est vraiment omniprésent dans la plupart des musées que vous allez visiter. Alors par contre, je préfère vous prévenir, j'ai fait une connerie monumentale et je vais vous la dire afin que vous ne puissiez pas faire la même erreur de débutant. Au cours de cette journée, le matin même, j'ai visité le musée d'histoire naturelle. Ça a pris une bonne partie de la matinée et ça a grignoté sur le début d'après-midi. Et par la suite, j'ai enchaîné avec le Met. Le problème, c'est que c'est un musée qui est beaucoup trop riche, avec de nombreuses collections et de très nombreuses œuvres. Et malheureusement, j'ai dû bâcler la visite parce que j'ai dû arriver vers 14 heures et le musée ferme assez tôt, vers 17-18 heures. En tout cas, c'était le cas le jour où je l'ai visité. Donc, je vous conseille dans la mesure du possible, en fonction de votre programme, de réserver une journée entière à la visite du Met ou au minimum une après-midi jusqu'à la fermeture, parce que sinon vous allez passer à côté de tout un tas d'œuvres juste sublimes, sachant que le Met met à l'honneur la France avec des départements réservés exclusivement pour notre culture.
Pour terminer la journée, je me suis rendu au Mustang Harry Pub, qui se trouve non loin du Madison Square Garden et de Times Square, puis je suis rentré à l'hôtel après quelques pintes bien méritées. Je vous conseille cette adresse, ça vaut vraiment le détour. Après, c'est pas l'endroit où vous allez manger des ortolans sur canapé, mais ça vaut le détour, il y a un bon rapport qualité-prix. Pour mon 3e jour à New York, j'ai commencé par la visite de la cathédrale Saint-Jean-le-Divin. Elle est considérée comme la plus grande cathédrale du monde, même si ça reste l'objet de débat, surtout qu'elle n'est pas encore terminée. Cette dernière n'est pas très appréciée par les croyants, notamment à cause de la présence de certains symboles. En effet, entre 1988 et 1997, le tailleur de pierre britannique Simon Verity a réalisé des sculptures sur certains piliers. Ainsi, il est possible de voir des scènes apocalyptiques avec par exemple une destruction de la ville de New York, les tours jumelles frappées par un tsunami, ainsi que le pont de Brooklyn détruit par un tremblement de terre. Sur d'autres piliers, en face, on retrouve des références aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais aussi à une possible 3e guerre mondiale. D'ailleurs, le nom de la cathédrale renvoie à Jean, l'apôtre de Jésus, qui aurait rédigé l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Le message implicite est que la ville de New York est la ville du péché, la nouvelle Babylone. De plus, chaque année, la cathédrale organise pour Halloween la procession des Goules, une sorte de bal masqué ambiance Eyes Wide Shut, où les invités se déguisent en diable ou en mort-vivant, ce qui paraît extrêmement étrange pour un lieu de culte. Au niveau de l'architecture, c'est un mélange des genres entre à la fois un style gothique, roman et byzantin. Il ne s'agit pas du tout d'une cathédrale ancienne puisqu'elle date seulement de 1892. C'est aussi dans cette cathédrale que chaque année des New-Yorkais amènent leurs vélos afin de les faire bénir pour pas avoir d'accident ou pour pas que ces derniers se fassent voler. Pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je ne suis pas croyant mais j'ai ressenti un certain malaise dans cette cathédrale. Un sentiment difficile à décrire mais je n'ai pas apprécié cette visite. Il y avait une atmosphère assez malsaine dans ces lieux. Alors que pourtant, à ce moment-là, je n'avais pas connaissance de la plupart des informations que je vous ai données précédemment. Donc la visite n'est clairement pas indispensable. Il faut surtout faire la cathédrale Saint-Patrick que vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Juste après, je me suis rendu à la New York Historical Society, un musée qui retrace l'histoire de la ville de New York et qui se trouve juste à côté du musée d'histoire naturelle. Et c'était une agréable surprise dans la mesure où c'est une visite assez délaissée des touristes et pourtant c'est un endroit qui regorge de pépites en tout genre. Et j'ai eu beaucoup de chance ce jour-là car il y avait une exposition sur l'artiste Leyendecker que j'affectionne particulièrement. Si vous êtes un habitué de mes vidéos, vous allez très rapidement reconnaître son travail puisque pendant longtemps, une de ses illustrations a été utilisée comme photo de profil pour l'identité de la chaîne YouTube. Les barons de la première heure s'en souviennent. Leyendecker a eu une énorme influence dans les illustrations publicitaires, c'est même lui qui a inventé ce concept, en travaillant pour la marque de vêtements Arrow. Il a également réalisé de nombreuses couvertures de magazines et Leyendecker excellait dans la représentation de l'élégance masculine. Des hommes portant des costumes impeccables, toujours dans des ambiances feutrées, de petits salons ou bien de gentleman club. Son travail peut faire penser à des romans comme Gatsby le Magnifique de Fitzgerald, et c'est normal car ses œuvres reflètent parfaitement l'état d'esprit et l'insouciance américaine pendant les années 20 jusqu'au krach boursier de 1929. Leyendecker vivait d'ailleurs dans le luxe et flambait l'argent de ses commandes, mais il a dû se serrer la ceinture à partir de 1930 suite à la crise économique. Donc il a commencé à connaître le déclin de sa carrière à partir de cette époque. Cependant, avec l'entrée de son pays dans la Seconde Guerre mondiale, Leyendecker a dû réaliser des affiches de propagande pour le département de la guerre des États-Unis. Il meurt en 1951 à l'âge de 77 ans. Après cette exposition sur Leyendecker, qui était totalement inattendue dans mon programme, je me suis rendu à l'étage pour admirer les œuvres d'un autre artiste américain. Il s'agit des célèbres lampes Tiffany de Louis Comfort Tiffany. Ce dernier est le fils de Charles Louis Tiffany, le fondateur de la marque de bijoux Tiffany & Co. Oui, ça fait beaucoup de fois Tiffany dans une seule et même phrase. C'est la New York Historical Society qui possède la plus grande collection de ces lampes qui valent aujourd'hui plusieurs millions de dollars pour certaines. En fait, elles sont fabriquées à la main avec du verre et les lampes représentent toujours des fleurs ou certains arbres fruitiers. Celles avec des libellules sur l'abat-jour sont les plus précieuses et les plus chères, et les lampes appartiennent au mouvement de l'Art Nouveau, propre à la Belle Époque entre 1890 et 1910. Alors là, je vais devoir faire une petite pause dans ma présentation pour vous expliquer le contexte. Je voulais absolument visiter la New York Historical Society pour admirer l'œuvre du peintre américain Thomas Cole qui s'intitule Le cours de l'Empire. Mais ne voilà-t-il pas que la salle d'exposition a été fermée pour travaux? Pas de chance. J'étais donc déçu et soudain je suis tombé sur ce qui devait être potentiellement le conservateur du musée. Il m'a alors demandé si je cherchais quelque chose en particulier et je lui ai expliqué que je voulais voir cette œuvre mais que la salle était fermée. Donc clairement,
que j'étais baisé. Et ce gentil monsieur a accepté exceptionnellement que je puisse rentrer dans la salle pour admirer l'œuvre, donc un grand merci à lui parce que c'est un geste très classe. Alors l'œuvre, Le cours de l'Empire, c'est une série de 5 tableaux qui représentent l'évolution d'une civilisation. Le premier s'intitule L'état sauvage, donc il n'y a rien, il n'y a pas de civilisation, juste un homme au milieu du tableau. Le deuxième c'est l'état arcadien, donc on voit les balbutiements d'une civilisation. Le troisième s'intitule L'apogée, c'est lorsque la civilisation a atteint un stade quasi hégémonique. Le quatrième c'est la destruction, qui rappelle donc forcément la destruction de Rome. Et enfin le cinquième et le dernier c'est la désolation, donc ce sont les ruines de la civilisation. La visite se termine par une petite curiosité, une reproduction du bureau ovale. Exactement, il s'agit de la reproduction du bureau de Ronald Reagan. Et en fait, il y a un petit indice qui permet de le comprendre parce qu'il y a un pot en verre qui contient des Jelly Belly. C'est un bonbon qu'appréciait particulièrement Ronald Reagan. Et bien sûr, il y avait un portrait de Donald Trump et de Joe Robinette Biden vers un match retour, j'imagine. J'ai ensuite pris le taxi pour me rendre dans l'artère la plus célèbre de New York, la 5e avenue. C'est essentiel de s'y rendre car quand vous la traversez, vous voyez une grande partie des monuments les plus célèbres de New York. La cathédrale Saint-Patrick, le Rockefeller Center, l'Empire State Building, le Flatiron, et vous passez également à proximité de la gare Grand Central et du Chrysler Building. C'est aussi une rue commerçante avec des magasins de luxe comme Tiffany & Co, immortalisés dans le film Diamant sur canapé avec Audrey Hepburn. Pour faire bref, la 5e avenue c'est l'équivalent de nos Champs-Élysées et plus loin en marchant je suis tombé sur le Polo Bar, un bar très connu dans New York avec une ambiance chic et j'ai pensé à mon poteau Conan Doyle puisque c'est le bar de la marque de vêtements Ralph Lauren. Juste à côté, il y a l'immeuble d'un homme que vous connaissez bien, son nom... Donald Trump, homme d'affaires et 45e président des États-Unis, a vécu pendant des années dans un immense penthouse qui se trouve au sommet de la Trump Tower. En réalité, la tour entière lui appartient puisque c'est lui qui était à l'initiative de sa construction au début des années 80. C'est également dans la Trump Tower qu'il a annoncé sa candidature à la présidentielle américaine et c'est également ici qu'il a appris qu'il devenait président des États-Unis. Le jour où je l'ai visité, il y avait de nombreux partisans de Trump et il était possible d'acheter la fameuse casquette rouge. Sur la 5e, on retrouve la majestueuse cathédrale Saint-Patrick. Il s'agit d'une cathédrale pour les catholiques romains et comme vous le savez, aux États-Unis, c'est le protestantisme qui domine, avec en parallèle ses nombreuses branches. Donc on pourrait se poser une question légitime, comment est-il possible qu'une cathédrale pour les catholiques se trouve dans un des axes les plus importants de la ville de New York, voire même du pays? La réponse est assez simple et se trouve dans le nom de la cathédrale. En effet, cette dernière a pour objectif de rendre hommage à Saint Patrick, considéré comme le saint patron de l'Irlande. Car il ne faut pas oublier que de nombreux Irlandais se sont installés à New York, notamment à la suite des grandes famines dans le pays. Beaucoup se sont installés aussi dans la ville de Boston, qui se trouve non loin de New York. À peu près 4h30 de train. Les Irlandais étant catholiques, il fallait impérativement un lieu de culte d'envergure pour cette communauté. Il y régnait une ambiance très agréable et il y avait de nombreux croyants ce jour-là, rien à voir avec l'ambiance austère de la cathédrale Saint-Jean le Divin vue juste avant. Certaines personnalités célèbres ont eu le droit à des funérailles ici. Ce fut le cas de Robert Kennedy, frère de John Fitzgerald Kennedy, qui venait d'une famille de catholiques irlandais. À la suite du 11 septembre, il y a eu également une grande messe pour rendre hommage aux pompiers et aux policiers qui sont morts pendant les attaques. Juste en face de la cathédrale, c'est un changement d'ambiance drastique avec le Rockefeller Center. Il s'agit d'un complexe d'immeubles construit par la célèbre famille richissime des Rockefeller. On retrouve le style art déco avec des références multiples à la mythologie grecque, notamment la statue de Prométhée qui tient le feu dans sa main et qui trône sur l'immense patinoire qui se trouve au pied de l'immeuble. La richesse de la famille vient de John Davidson Rockefeller, qui est l'archétype de l'homme qui s'est fait tout seul, le self-made man, qui tient une place très importante dans le mythe américain. Il faisait partie de ce que les historiens ont appelé les barons voleurs, au même titre que d'autres hommes d'affaires comme Carnegie ou J.P. Morgan. En fait, il s'agit de personnalités ayant récupéré des monopoles dans des secteurs précis et stratégiques, et qui se sont mis plein les fouilles. Pour Rockefeller, par exemple, c'était le pétrole avec la création de la Standard Oil. Comme vous pouvez le voir, si vous avez un œil avisé, il est possible de déceler de nombreux symboles maçonniques. La franc-maçonnerie a une place très importante aux États-Unis et il ne faut pas oublier que la capitale du pays, la ville de Washington, a été construite sur des principes maçonniques. Et d'ailleurs, au cours de ma visite de New York, je suis tombé à de multiples reprises sur des loges maçonniques. Mais j'aborderai ça un jour dans une vidéo complète dédiée au sujet. J'ai continué à descendre la 5e, tranquillement, et j'ai fini par tomber sur le monument qui est peut-être le plus célèbre de la ville. Il s'agit du fameux Empire State Building, construit entre 1929 et 1941,
sous la direction de l'architecte William Frederick Lamb. Il a été pendant plusieurs décennies l'immeuble le plus haut de New York, avec une hauteur de 443 mètres, antenne comprise. D'ailleurs, cette dernière peut s'illuminer en fonction des événements nationaux ou étrangers, par exemple en reprenant les couleurs d'un drapeau d'un pays pour lui rendre hommage. Là encore, c'est le style Art déco puisque c'était celui en vogue au moment de sa construction. L'Empire State Building a été vu dans de très nombreuses productions cinématographiques, mais la plus culte, ça reste dans le film King Kong de 1933, lorsque King Kong grimpe au sommet du building pour faire le con. Ensuite, je me suis rendu à Times Square dans le théâtre New Amsterdam pour voir une comédie musicale. Et je sais ce que certains doivent se dire, putain, le doc, ce petit bras qui va voir Aladdin. Alors oui, au départ, ça me faisait pas particulièrement bander de voir ce spectacle, mais il a été conseillé par le réceptionniste de mon hôtel. Et putain, il s'est pas trompé le bougre, car c'était vraiment un excellent spectacle et je vous le conseille. Mention spéciale à celui qui faisait le génie et qui devait être forcément sous cocaïne. En sortant, il faisait nuit, mais de toute façon, avec toutes les ampoules de Times Square, on a l'impression qu'on est en pleine journée. J'ai même eu le sentiment qu'il y avait beaucoup plus de monde le soir à Times Square qu'au cours de la journée, à la fois des touristes mais aussi des locaux. Petit conseil si vous voulez regarder une comédie musicale à Broadway, prenez de l'avance, essayez d'acheter les tickets à l'avance parce que mine de rien, c'est pris d'assaut. Vu qu'à ce moment-là, je sentais plus du tout mes pieds parce que j'avais marché toute la journée, je suis rentré à l'hôtel et c'était la fin de ma 3e journée à New York. En ce 4e jour, vu que le temps était plutôt clément, car oui, en règle générale, j'ai eu plutôt un temps de merde pendant tout mon voyage, même si je n'ai pas eu chaud, ce qui était plutôt agréable, surtout pour un mois d'août, j'ai décidé de visiter un véritable symbole de la ville de New York, Central Park. Alors là, c'est le plan habituel que l'on retrouve dans toutes les aventures du doc, c'est-à-dire le moment où je fais semblant que je suis pas au courant qu'on est en train de me filmer pour me donner une contenance d'aventurier. Et vous l'avez remarqué, j'ai un short particulièrement serré parce qu'il y a eu pas mal d'excès à New York, à la fois au niveau des boissons et de la nourriture. Donc, pour me donner bonne conscience, il fallait aller à Central Park. Il faut le dire clairement, New York, c'est une ville très bruyante, c'est-à-dire que vous entendez constamment des sirènes de pompiers, des sirènes de policiers ou alors le bruit des klaxons. Et quand vous êtes à l'intérieur de Central Park, vous avez l'impression d'être dans une sorte d'havre de paix parce que tous ces bruits, tous les bruits de la ville sont étouffés par la végétation extrêmement dense de Central Park. Et c'est pour ça que vous voyez très souvent de nombreux New-Yorkais faire du sport à l'intérieur de Central Park, que ça soit du vélo, du jogging ou bien même des pompes ou des tractions. Ce qui est génial avec la ville de New York, c'est qu'elle donne la possibilité aux touristes de louer des vélos qui s'appellent, il me semble, des city bikes et vous pouvez faire le tour complet du parc en 30-40 minutes de vélo. Et ce qui est encore mieux, c'est que l'intérieur du parc est réservé aux vélos et aux piétons, donc à aucun moment tu vis dans la peur de te faire soulever par une énorme voiture américaine. Mais alors, quelle est concrètement l'histoire de Central Park? En fait, il date de 1857 car les New-Yorkais avaient manifesté leur besoin de pouvoir flâner dans un parc afin de ne pas voir constamment du béton. Donc le parc s'est développé au fur et à mesure des décennies, mais avec la crise de 1929, de nombreux laissés-pour-compte se sont installés dans ce dernier et il fut abandonné. En fait, les maires ne voulaient plus financer le parc parce que c'était un gouffre financier et il y avait d'autres préoccupations avec la crise. Il a fallu l'aide de l'urbaniste Robert Moss pour que le parc puisse bénéficier d'un financement par le biais du New Deal de Roosevelt. Par la suite, dans les années 60, le parc est devenu de nouveau un lieu malfamé avec de nombreux gangs. C'est seulement à partir des années 80 que Central Park a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui grâce à des investissements privés à l'initiative de l'ex-première dame des États-Unis, Jackie Kennedy Onassis. D'ailleurs, on peut même aller plus loin en disant que l'état de Central Park est un reflet de l'état de la ville. En fait, Central Park a connu des moments de décadence et des moments de faste à l'image de la ville de New York. Putain, c'est vraiment beau ce que je suis en train de dire. De plus, il y a quelques coins vraiment incontournables comme la fontaine de Bethesda qui représente 4 anges, celui de la tempérance, de la pureté, de la prospérité et de la paix, qui est une référence à l'évangile selon Saint Jean. Et c'est probablement l'un des coins les plus connus de Central Park. Après Central Park, je devais visiter des quartiers incontournables de la ville et c'est pour cette raison que j'ai pris le très propre métro de New York. Je suis ironique, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un abonnement spécial pour les touristes à $30 pour 7 jours. Dans un premier temps, je me suis rendu à Greenwich Village et pour le coup, cet arrondissement porte plutôt bien son nom car on dirait un petit village au cœur de New York. Il est présenté par la plupart des guides comme le quartier bohème. En gros, c'est le quartier des artistes bobos. Ça sent l'herbe absolument partout et je ne parle pas du gazon fraîchement coupé. En fait, on dirait une version miniaturisée de San Francisco et il y a surtout beaucoup de Français qui se sont installés à Greenwich Village. Il y a une institution très connue dans cet arrondissement. Il s'agit de Joe Pizza, une pizzeria fréquentée par les célébrités et qui apparaît dans le film Spider-Man 2.
elle est ouverte depuis presque 50 ans. Après, Greenwich Village, ce n'est pas un quartier où vous allez faire de très nombreuses visites et voir les monuments les plus connus de New York. Quand on se rend à Greenwich, c'est surtout pour se balader dans un arrondissement avec une architecture bien particulière. Profiter de l'ambiance et s'en mettre plein le lampion dans un restaurant français. Je vous conseille celui qui s'appelle Boucherie, car j'ai mangé une daube succulente. Clairement, le serveur aurait pu me demander de la manger par terre, je me serais exécuté. Merci chef, putain. À côté de Greenwich, c'est le quartier de Soho. À l'époque, c'était le coin des usines et des industries, mais petit à petit, ces dernières ont fermé, et vu que les loyers étaient très bas, certains ont racheté pour un prix de rave cuite afin de faire des énormes appartements. C'est un peu le quartier des hipsters qui a subi au cours de son histoire une gentrification. C'est aussi le quartier artistique, un peu bohème, avec de très nombreuses galeries d'art, ou encore du street art avec des fresques sur des pans entiers de murs. Ce n'est pas ce que j'ai préféré voir à New York dans l'ensemble, mais c'est quand même important de le visiter car ça permet de voir que cette ville peut prendre des multiples facettes seulement en se déplaçant de quelques rues. Et justement, le quartier collé à Soho va permettre un changement d'ambiance radical puisqu'il s'agit de Little Italy, la petite Italie. Donc Little Italy, c'est le quartier de la communauté italienne qui s'est installé à New York à la suite de plusieurs vagues d'immigration, car comme les Irlandais, il y a eu une importante communauté italienne qui s'est formée dans la ville. Autrefois, Little Italy, c'était le lieu de vie des Italiens fraîchement arrivés à New York. Et on peut voir l'ambiance qui devait régner sur place dans le film de Francis Ford Coppola, Le Parrain 2, puisque c'est dans la Little Italy que va s'installer le jeune Don Corleone. Aujourd'hui, le quartier contient surtout des restaurants italiens et des boutiques souvenirs, mais il y a un problème majeur. En effet, Little Italy est littéralement à côté d'un autre quartier, celui de Chinatown. Et petit à petit, Chinatown grignote des rues à Little Italy et à terme, si cela continue de la sorte, le quartier risque de disparaître. Du côté de Chinatown, c'est sensiblement la même chose à une exception près. On retrouve certes des restaurants et des commerces, mais c'est aussi et surtout un quartier résidentiel. En effet, 100 000 personnes de nationalité chinoise habitent dans Chinatown. C'est énorme, c'est l'une des plus grandes diasporas chinoises dans un pays étranger. Mais ces chiffres pourraient être beaucoup plus importants car il y a des difficultés immenses pour réaliser des recensements fiables, notamment du fait de la part non négligeable d'immigration clandestine. Ma 4e journée s'arrête donc ici à Chinatown, sachant que le lendemain j'ai une journée particulièrement chargée avec de très nombreuses visites. Pour la 5e journée, je me suis rendu à Madison Avenue dans la célèbre boutique Ralph Lauren Flagship. Elle se trouve dans l'Upper East Side, un quartier sur la droite de Central Park. L'Upper East Side, c'est le quartier le plus huppé de Manhattan, c'est notamment ici que vivent les New-Yorkais les plus fortunés. Vous savez que dans ce format, j'aime vous montrer des boutiques qui se trouvent dans des pays étrangers et qui mettent en valeur l'élégance masculine. Et là, je peux vous le dire, j'ai été servi car c'est la plus belle boutique que j'ai vue de ma vie entière. Elle se trouve dans un hôtel particulier et chaque étage a une thématique précise. Par exemple, au 5e, ce sont les costumes et au 4e, ce sont les vêtements plus décontractés. On retrouve l'univers de la marque avec une ambiance de petits salons élégants et les murs sont ornés de nombreuses peintures qui représentent des scènes de la vie courante ou des parties de polo. Le personnel de la boutique était très agréable et il vous accompagne de A à Z dans vos essayages en vous donnant aussi quelques petits conseils. D'ailleurs, en règle générale, les Américains et plus précisément les New-Yorkais sont assez sympathiques et ouverts à la discussion. En ce qui concerne les prix, ce n'est pas plus élevé qu'en France, sauf la gamme Purple Label qui est la plus onéreuse de la marque. En règle générale, les New-Yorkais qui vivent à Manhattan ont un fort pouvoir d'achat. Mais le style vestimentaire majoritaire, ça reste le streetwear. Et j'ai vu très peu d'hommes très bien habillés, sauf vers Wall Street ou la 5e avec pas mal de costumes, mais j'imagine que c'était surtout pour le travail. En sortant, je me suis rendu dans un dîner typique qui s'appelle E.G. Lunchonette. On retrouve une ambiance à l'américaine, notamment avec des illustrations de Norman Rockwell et des photos de l'équipe de baseball des Yankees de New York. Mais surtout, le Pepsi est à volonté, donc quand tu ressors du dîner, tu es presque obligé d'avoir un début de diabète. En règle générale, les sodas sont d'ailleurs moins chers que l'eau aux États-Unis. Après le repas, j'ai visité le Guggenheim de New York, qui est un musée d'art moderne. En réalité, il y a plusieurs musées qui appartiennent à la fondation Solomon Guggenheim, qui était un industriel américain passionné par l'art. Il y en a un également dans la ville de Venise, mais aussi à Bilbao. Si le musée est si connu dans le monde, ce n'est pas tant pour ses collections, mais c'est surtout pour son architecture bien particulière. En effet, le bâtiment a été imaginé par l'architecte américain Frank Lloyd Wright. Mais ce dernier n'a pas vu son œuvre aboutie puisqu'il est mort 6 mois avant son ouverture en 1959. D'ailleurs, à l'époque, de nombreuses personnes ont critiqué la forme singulière du bâtiment et d'autres craignaient que les visiteurs préfèrent le bâtiment aux œuvres exposées. À l'intérieur, il s'agit d'une rotonde et la visite est assez unique. Normalement, le visiteur doit rentrer dans le musée, prendre un ascenseur pour aller tout en haut et descendre doucement la pente cylindrique afin d'admirer les œuvres. Bien sûr, j'ai fait exactement
exactement l'inverse et j'ai fait la visite de bas en haut. Au niveau des œuvres exposées, j'ai aimé la partie sur l'impressionnisme qui se trouve au premier étage, mais par contre la suite ne m'a absolument pas subjugué, loin de là même. Personnellement, je suis assez ouvert en ce qui concerne les œuvres d'art et cela ne me dérange pas d'aller dans des musées qui présentent des œuvres d'art moderne ou d'art contemporain. Mais je vais pas vous mentir, pour moi ça reste majoritairement de la merde. Il y avait surtout une exposition consacrée à l'artiste Géjo et encore cette partie c'était pas la pire de la visite car tout en haut on était dans du pur délire. J'étais à deux doigts d'appeler les éboueurs de New York pour qu'ils viennent débarrasser ces merdes. Par contre je ne regrette absolument pas la visite car le lieu est unique en son genre. Par contre, le ticket d'entrée est quand même assez élevé puisqu'il coûte 30$. Vu que j'étais sur ma lancée, je me suis rendu au MoMA, le musée d'art moderne et contemporain. Le début s'est plutôt bien passé puisqu'il y avait la reproduction d'un abri atomique avec une atmosphère propre aux années 60. Ce qui m'a aussi fait penser à la cultissime saga Fallout. Les hommes de goût et de culture doivent forcément connaître ce jeu vidéo. C'était une partie très intéressante puisqu'il y avait du véritable mobilier d'époque ainsi que des objets du quotidien qui sont la quintessence de ce que véhiculait l'American Way of Life. Mais forcément, ça devait mal tourner à un moment et dans la suite de la visite, j'ai retrouvé les délires d'artistes, notamment des pots contenant des cheveux ou des ongles. J'ai cru que j'allais dégobiller sur place, j'étais à deux doigts de rendre mon 4 heures et mon midi aussi. Bon, par contre, au niveau des étages supérieurs, il y a des œuvres plutôt célèbres, notamment des peintures de Frida Kahlo, Van Gogh, Cézanne, Picasso ou bien même du Toulouse-Lautrec. En fait, le MoMA, c'est un musée assez hétéroclite, vous savez jamais sur quoi vous allez tomber et la collection reste quand même bien plus riche qu'au Guggenheim. Donc vous allez forcément voir des œuvres qui vont plus vous intéresser que des putains de boîtes d'ongles. C'est aussi au MoMA qu'il y a certaines œuvres connues d'Andy Warhol, figure majeure du pop art dans les années 60-70. Il est notamment célèbre pour son œuvre sur les soupes Campbell. Il s'agit de 32 peintures de boîtes de soupe Campbell avec les différents goûts. On ne sait pas pourquoi il a choisi cette marque et il y a de multiples rumeurs, notamment le fait qu'il aimait tout simplement les soupes Campbell. On adore ou on déteste. En quittant le MoMA et en marchant quelques minutes, vous pouvez aller admirer le célèbre Chrysler Building construit en 1930. Comme son nom l'indique, le building est une commande privée de l'homme d'affaires Walter Chrysler qui a fait fortune dans l'automobile avec sa marque Chrysler. Toutefois, la compagnie a quitté l'immeuble dans les années 50. D'une hauteur de 318 mètres avec sa flèche, il a été l'une des structures les plus hautes du monde, même s'il reste plus petit que la Tour Eiffel. Aujourd'hui, c'est surtout un immeuble de bureaux avec plusieurs compagnies à l'intérieur, notamment la Banque de France. Le building est un exemple parfait de l'art déco en architecture et on retrouve également sur la structure 8 aigles aux allures de gargouilles et qui peuvent rappeler les bouchons de radiateurs sur les voitures d'époque. Vous pouvez également rentrer dans le hall de l'immeuble mais sincèrement il n'y a pas grand chose à voir de plus, l'essentiel étant surtout l'extérieur. Juste en face du Chrysler Building, vous pouvez voir un autre monument majeur de la ville de New York, il s'agit de la gare Grand Central. L'édifice a été construit en 1871 mais en tout il y a eu 3 versions de cette gare au fil du temps. Et la dernière, celle que vous êtes en train de voir, elle date de 1913. Le hall principal est juste gigantesque. Il fait 3 hectares. Il y a 55 000 ampoules et 7 niveaux différents. La gare peut accueillir 700 trains, il y a 35 restaurants, un énorme drapeau américain mais aucun banc pour s'asseoir. Le plafond qui représente une constellation a été réalisé par le peintre français Paul César Helleux. Pas mal, non? C'est français. Au cours des années 70, la gare a failli être détruite car elle était moins fréquentée et c'était devenu un repère de marginaux. Et c'est Jackie Kennedy Onassis qui a fait pression pour que la gare retrouve ses lettres de noblesse. Il y a également une petite curiosité, la galerie des chuchotements. En gros, il s'agit d'un couloir avec 4 voûtes. Si une personne se met à une voûte et une autre à celle d'en face, et qu'ils se parlent normalement, ils vont pouvoir communiquer malgré la distance. C'est à la gare Grand Central que je termine ma 5e journée à New York, d'autant plus que je me suis pris une méchante ramade sur la gueule, un bon orage qui fait plaisir pour conclure ces visites. Je vais devoir profiter un maximum des dernières heures car le lendemain, c'est le dernier jour sur place. Pour la 6e et ultime journée, j'ai de la chance, il fait beau et je décide de retourner là où ce voyage a commencé, dans le quartier de Wall Street. En marchant un peu, je tombe sur le célèbre hôtel Continental que l'on retrouve dans la saga de films d'action John Wick. Bien sûr, on est loin de l'hôtel des assassins des films, il s'agit juste d'un immeuble de bureau basique et même plutôt vide. Wall Street est plutôt calme, probablement car beaucoup de New-Yorkais doivent être en vacances et donc la plupart des rues sont vides. Mais je ne pouvais pas aller à New York sans me rendre au mémorial du 11 septembre qui se trouve à l'emplacement des anciennes tours jumelles. C'est un sujet complexe à traiter, notamment sur YouTube, mais je pense que l'on ne peut pas vraiment parler de New York en profondeur si on n'aborde pas ces événements dramatiques. Vous savez tous ce qui s'est passé en cette matinée du mardi 11 septembre 2001 puisque 2 avions se sont crashés dans le World Trade Center et en tout ce sont 4 avions qui ont été détournés.
tiré. Un des avions a ciblé le Pentagone et le dernier s'est crashé dans un champ suite à l'action héroïque des passagers. Et cet ultime avion avait pour cible la Maison Blanche. En tout, les attaques du 11 septembre ont causé la mort de 2977 personnes et il s'agit de l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré. Le mémorial se divise en deux parties. En fait, ce sont des fontaines qui se trouvent à l'emplacement exact des deux tours. Même si les deux bassins ne reprennent pas exactement les dimensions des tours jumelles, ils sont plus petits de 9 mètres sur les côtés par rapport à la véritable dimension des deux édifices. Sur les fontaines, on peut lire les noms des victimes et le mémorial fait office de tombe pour nombre d'entre elles, dans la mesure où certaines victimes n'ont jamais été retrouvées dans les décombres. D'ailleurs, non loin se trouve un mausolée avec à l'intérieur les restes des victimes non identifiées. Le mouvement de l'eau qui coule représente la chute des deux tours, et lorsqu'il y a une rose blanche sur un nom, cela signifie qu'il s'agit de l'anniversaire de la victime. Le mémorial du 11 septembre est un lieu solennel. Je suis en plein cœur de New York, dans le quartier d'affaires, mais il n'y a aucun bruit autour du mémorial. Il règne un silence complet. Juste à côté du mémorial, il y a la récente Freedom Tower, construite afin de remplacer les tours jumelles. Il s'agit de la plus haute tour de New York, avec une hauteur de 541 mètres. C'est aussi le bâtiment le plus haut des États-Unis et pour les New-Yorkais, il est extrêmement symbolique, car il représente la capacité de résilience du peuple américain suite aux attaques. Dans le Liberty Park, qui surplombe le mémorial, se trouve le monument de la réponse américaine. Il représente un soldat des forces spéciales sur un cheval. La statue a été réalisée par le sculpteur Dewey Bloomberg et elle a pour but de rendre hommage aux soldats qui se sont battus en Afghanistan contre les talibans. Même si aujourd'hui, les talibans sont retournés au pouvoir en Afghanistan après 20 ans de guerre. Dans le même parc se trouve la sphère Koenig, réalisée par le sculpteur allemand Fritz Koenig. Autrefois, l'œuvre se trouvait sur la place du World Trade Center, juste entre les deux tours. Après les attaques, elle a été retrouvée avec des dégâts quand même assez importants et désormais elle est utilisée comme un monument commémoratif. D'autant qu'à l'origine, l'œuvre avait pour but d'être un plaidoyer pour la paix dans le monde. Sous le mémorial, il est possible de visiter le musée du 11 septembre. Ce dernier se trouve au niveau des fondations des deux tours jumelles. Dans la première salle est inscrit sur un mur une citation du poète Virgile. « Aucun jour ne vous effacera jamais de la mémoire du temps ». Les différentes feuilles bleues représentent le ciel le matin du 11 septembre. Il n'est pas possible de filmer certaines parties du musée, notamment la salle avec tous les portraits des victimes, ce qui est bien normal par respect pour eux. Il y a également des vestiges des attaques, comme des camions de pompiers ou bien des moteurs d'ascenseurs qui étaient dans les tours. La visite permet également de poser des questions à des rescapés des attaques qui font office de guide. Cependant, parfois, il y a certaines choses qui m'ont un peu mis mal à l'aise. En effet, dans certaines salles sont entreposés des objets présents dans les tours ou qui se trouvaient dans des bâtiments juste à côté. Il y a également de nombreux effets personnels et de mon point de vue, certains de ces objets flirtaient avec une forme de voyeurisme avec en toile de fond un aspect sensationnel. Même si le musée cherche avant tout à rendre hommage aux victimes et qu'il a été réalisé avec les avis des familles de victimes. Mais même si le sujet est lourd et que la visite peut être éprouvante à certains moments, je vous invite quand même vivement à visiter le musée du 11 septembre, mais aussi à visiter le mémorial. Enfin, en sortant, n'hésitez pas à passer devant la caserne de pompiers numéro 10 qui a été la première à intervenir ce jour-là, car il y a une superbe fresque qui rend hommage aux soldats du feu qui se sont sacrifiés pour sauver un maximum de personnes à l'intérieur des deux tours. Avant de quitter le quartier, je me suis rendu à la chapelle Saint-Paul qui se trouve juste en face du mémorial. Sa position semble être totalement anachronique car elle se trouve au cœur de la ville. La chapelle n'a subi aucun dommage le jour des attaques, ce qui est un miracle du fait de sa position. Seulement les orgues ont été abîmés à cause des nombreuses poussières. Elle est aujourd'hui considérée comme la chapelle qui rend hommage à la fois aux victimes, mais surtout aux pompiers. Je m'apprête à quitter New York, mais avant de partir, je dois dire au revoir à une vieille dame. Alors non, je ne parle pas d'une MILF, mais plutôt de la Statue de la Liberté. Pour y accéder, je dois prendre le ferry, direction Liberty Island, et la traversée ne dure pas vraiment longtemps et permet d'avoir une vue magnifique de Manhattan. La statue est une idée du juriste Édouard Laboulé et elle fut sculptée par Auguste Bartholdi qui a notamment demandé de l'aide à un certain Gustave Eiffel. Il s'agit d'un cadeau du peuple français aux Américains et elle fut terminée en 1886. Selon la légende, Bartholdi se serait inspiré du visage de sa propre mère et la statue regarde vers l'Europe, plus précisément vers l'autre statue de la Liberté, plus petite, qui se trouve à Paris. Sur la couronne, il y a 7 pics qui représentent les 7 continents, à son pied une chaîne brisée représentant la liberté, et sur la tablette est gravée la date de l'indépendance des États-Unis. Elle porte également dans son autre main une torche. Bien sûr, on retrouve également sur le socle des symboles maçonniques comme le compas et l'équerre. Les Européens qui s'installaient aux États-Unis voyaient en premier la statue de la liberté, c'est presque le symbole du pays et c'est ici que je termine mon voyage.
Bon les barons, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. C'est la fin de mon voyage à New York. Je vous ai montré une autre facette de cette magnifique ville. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.